Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. En ce jour, je vous présente un exemple de test d'hypothèse avec Python et nous verrons précisément les tests de comparaison de moyenne, de variance et de proportion. Comme librairie, j'ai utilisé les packages NumPy et Panda pour gérer les bases de données, Seaborns et Matplotlib pour la visualisation et les fonctions de la librairie Stats de CP où on a particulièrement la fonction Criscal pour comparer, pour vérifier si les échantillons sont indépendants ou bien si les médianes entre les groupes sont les mêmes. Le test KID de contingence pour vérifier, c'est le test d'indépendance de KID. Le test d'Even, c'est un test pour vérifier que les variances entre les groupes sont les mêmes. Le test T de Students qui permet de vérifier si les moyennes entre les groupes sont les mêmes. La fonction F1Way qui est utilisée pour l'analyse de la variance à un facteur pour vérifier si les moyennes de plusieurs groupes sont les mêmes. KS-test pour le test de Comoros-Smirnov, pour le test de Comoros-Smirnov pour vérifier si les échantillons proviennent d'une loi normale et propre. Plot pour le QQ-plot pour vérifier si les lois sont les mêmes. Et nous utiliserons également la fonction que nous avons écrite la dernière fois lorsque nous faisons l'analyse univariée. Je l'ai gardée dans un dossier UTIS où j'ai mis là plot uni. Dans plot uni, j'ai cette fonction analyse univariée qui prend en entier un data frame et les variables quantitatives, les variables qualitatives et nous sur le stade test. Parce que avant de faire des tests d'hypothèse, il est mieux de décrire ce qu'on a dans notre base de données. Et comme base de données, j'utilise les bases TIPS et Diamonds de la librairie SNBonds, des datasets de Seaborns que l'on va utiliser. DataTips, ce sera pour la démo et Diamonds, ce sera vous pourrez utiliser pour les tests. Et comme données, DataTips, nous avons ça pour head avec 3, pour avoir les 3 premières valeurs. On a et également DataTips.column point sous liste pour avoir la liste des variables contenues dans notre base de données. Total bill, c'est le montant. En fait, ce sont les données qui ont été collectées par un restaurant. Total bill, c'est le montant de l'addition qui a été payé par un groupe de clients. Type, c'est le pourboire qui a été donné en dollars. Sexe, c'est le genre de la personne qui a payé l'addition. Smoker, si le client est un fumeur ou pas. Ça prend deux valeurs, oui ou non, dès le jour de la semaine. Dimanche, samedi, jeudi, vendredi. Time, c'est le temps, si c'était un dîner ou bien un déjeuner, lunch ou dinner. Et size, c'est le nombre de personnes qui ont commandé. Donc, c'est ça nos variables. On peut les analyser toutes en utilisant notre fonction que nous avons définie la dernière fois. Cette fonction, c'était quoi? C'était analyse univariée qui prend en paramètre data, c'est notre data types et varcal, excusez-moi, je devais faire ça avant. Varcal, on a comme variable qualitative, sur les liste des variables qualitatives, on a le sexe qui est qualitatif, s'il est fumé ou pas, le jour, le temps, le nombre de personnes. C'est ceci, donc sont là nos variables qualitatives. Et puis, vacant, c'est la liste des variables quantitatives. C'est total bis et tips sont les deux seules variables quantitatives. Et puis, tout simplement là, et on a notre description. Donc, dans notre base de données, la première variable quantitative qu'on a, c'est total bis, qui est le montant total de l'addition qui avait été payé. La moyenne de l'addition est à 19 $, la médiane est à 17 $, l'écart type est à 8 $, le premier quartile est à 13 $ et le troisième quartile à 24 $. Donc, dans le QQ-plot, nous avons quelque chose qui ressemble à ça. On voit une légère queue là, beaucoup de valeurs, quelques valeurs extrêmes qui sont là. Il y en a la densité qui est là.
Ensuite, on a type le pourboire. Le pourboire, la moyenne du pourboire est à 3 $, la médiane est à 2,90, qui est sensiblement égale à la moyenne. C'est-à-dire qu'on a une distribution qui semble être symétrique. Parce que lorsque la moyenne et la médiane sont égaux, sont proches, c'est-à-dire qu'on a une distribution symétrique. Là, on a 17 et 19. Bon, on ne sait pas trop si c'est égal ou pas. Et puis, la variable, comme variable qualitative, le sexe, si c'est une femme ou un homme. On a, dans notre base de données, on a 64%. 64% des individus des clients de notre base de données sont des hommes et 35% sont des femmes. Si pour les fumeurs, avec le camembert, voilà que 62% sont non-fumeurs et 38% sont fumeurs dans la base de données. Et le jour de la semaine, on a 1, 2, 3, 4 jours. On a 4 jours de la semaine, le samedi. Le samedi, c'est le jour où on a le plus de clients. Et le vendredi, c'est le jour où on a le moins de clients. Et le vendredi, on a le plus de clients avec une proportion de 35%. Donc, on a 35% des individus de notre base de données qui sont des individus de notre base de données sont venus dîner, sont venus le samedi. Et le moment du dîner, le moment de venir au resto, c'était soit dîner, soit lunch. On voit que 72% des, des données sont collectées lorsqu'on était au dîner. On a également le nombre de personnes qui varie entre 2 et 6, entre 1 et 6. Et la plus observée, c'est à 2, peut-être en cas. Et de là, 64% des individus, 64% des observations sont des dîners qui avaient été faits par deux personnes, sont des repas qui avaient été pris par deux personnes. Donc, suite à cela, on se demande, on peut se poser plusieurs questions. Je remets pour que vous voyez data tips pointé, comme on a dit, on va mettre 4. On a ceci là. Donc, face à cela, on peut se poser la question. La personne qui gère ce restaurant peut se poser comme question, est-ce que le montant moyen de l'addition dépend du sexe de la personne qui le paye? Est-ce que le montant total payé par l'addition dépend du fait que la personne soit fumée ou pas? Ou bien ça dépend du jour que les individus sont venus manger, ou bien ça dépend du moment de manger, ou bien de la taille. Donc, toutes ces questions, on peut vouloir répondre à ces questions et on aimerait avoir une réponse statistique, on aimerait avoir des chiffres à l'appui. Et pour cela, j'ai répertorié 4 questions que je vais répondre ici. Bon, je vais répondre à 3 questions qui permettent d'appliquer de telles hypothèses de façon concrète pour comparer la moyenne, la médiane et le mode. Donc, je me pose la question, est-ce que le montant moyen de l'addition est le même pour les fumeurs et les non-fumeurs? La deuxième question qu'on va essayer de répondre, est-ce que le montant moyen de la note varie en fonction des jours de la semaine? On pouvait également se poser la question, est-ce que le montant moyen de l'addition dépend du sexe? Est-ce que la proportion des fumeurs est la même entre les différents jours? Donc, on commence par la première question. Est-ce que le montant moyen de l'addition est-il le même pour les fumeurs et les non-fumeurs? C'est la première question que l'on va chercher à répondre. Et pour cela, pour pouvoir répondre à cette question, on doit donc diviser la population en deux pour avoir nos deux échantillons, le groupe des fumeurs et le groupe des non-fumeurs. C'est ce qui est fait là. Le groupe des fumeurs, data tips, donc là, dans ma base de données, je vais sélectionner fumeur, je sélectionne ceux dont smoker égale à yes. Et je prends uniquement total bis parce qu'on veut le montant de moyen d'addition. Et smoker égale à nose. Pour vérifier que nos filtres sont bien passés, on peut juste prendre la taille. Avec l'aine, est-ce que l'aine du groupe fumeur plus l'aine du groupe non fumeur, vu que ce soit la liste en fait, est-ce que c'est égal à la taille de notre base? Rappelons que la taille de notre base c'était quoi? Data tips point shape. On a 244 individus et puis là, nos filtres sont bien passés. On a 244 individus qui sont 244 individus et la somme des deux est de 244, donc le filtre s'est bien passé. Et quelle est la taille de l'individu? 93, oui. Donc, on a bien fait notre filtre. On a dans nos deux populations, le groupe des fumeurs et le groupe des non-fumeurs. Lorsqu'on a le groupe des fumeurs et des non-fumeurs, on peut souhaiter, donc, vu qu'on aimerait, la question qu'on veut savoir, est-ce que le montant moyen de l'addition est le même pour les fumeurs et les non-fumeurs? Rappelons-nous, lorsqu'on faisait des tests d'hypothèse, on a dit, pour comparer les moyennes, on doit vérifier si les variances sont les mêmes. Si les variances sont les mêmes entre
deux échantillons, alors l'approche ne sera pas la même. Par exemple, si les échantillons sont les mêmes, alors j'utilise directement mon test de students et puis j'ai le résultat. Or, si les variances ne sont pas les mêmes, alors je devrais spécifier le test de students que les variances ne sont pas les mêmes, qui va utiliser dans la correction de Welch pour pouvoir faire des analyses pour nous produire le test statistique. Donc, la première chose que l'on fait lorsqu'on veut faire les tests de comparaison de moyenne, c'est comparer si les variances des deux groupes sont les mêmes. Donc, c'est ce que je commence par faire. Pour comparer si les variances sont les mêmes, on peut utiliser le test de Leven, le test de Bartley. Le test de Leven, en fait, c'est la version non paramétrique du test de Bartley. Le test de Fisher. Et à chaque fois que tu fais un test d'hypothèse, tu dois te poser cette question. J'ai par exemple le test de Leven. Quel est l'objectif du test de Leven? Quelles sont les hypothèses? Quelle est l'hypothèse nulle? Quelle est l'hypothèse alternative? Comment est formulé un stade de test? Quelle est la formule à stade de test? Quelle est la loi suivie par stade de test? Comment est prise une décision en utilisant la p-value de la stade de test? Comment? Par exemple, test de Leven. En faisant une petite recherche sur le web, test de Leven, CTRL-V, test de Leven directement, on voit le test de Leven vérifie sur plusieurs groupes ont la même variance dans la population. Il est utilisé pour tester l'hypothèse selon laquelle les variances à comparer proviennent d'une population ayant la même variance. Et puis, on peut regarder là, qu'est-ce que Wikipédia nous dit. Wikipédia nous dit, en statistique, le test de Leven est une statistique déductive utilisée pour évaluer l'égalité de variance pour une variable calculée pour deux groupes. Donc tu regardes là. Et il teste l'hypothèse nulle que les variances des groupes sont égales. Et si la valeur P est inférieure au niveau de significativité, alors il est peu probable que les différences obtenues dans les variances d'échantillons soient produites sur la base d'échantillons. Donc, on a une petite idée du test de Leven. Le test de Leven, c'est un test non paramétrique. Donc, l'objectif est de comparer et de vérifier si les variances entre les groupes de la population sont les mêmes. L'hypothèse nulle, c'est que les variances sont les mêmes. Et l'hypothèse alternative, c'est que les variances sont différentes. Et la formule à stade de test de Leven, tu le regardes, la loi suivie par la stade de test et prendre une décision. Donc, par exemple, tu peux demander tout simplement à ChatGPT, je suis en train de faire un test d'hypothèse et je veux tester si les variances sont les mêmes. J'utilise le test de Leven. Peux-tu m'expliquer clairement l'objectif, l'hypothèse, la statistique de test et comment prendre une décision? Dans la formule de la statistique de test, la loi suivie par la statistique de test, il va te donner la formule de la statistique de test et la loi suivie. On l'avait fait précédemment lors de la version théorique, donc je ne vais pas revenir sur ça. Mais tu peux tout simplement demander, formuler cela, ChatGPT va te donner une réponse très claire et très précise. Donc l'hypothèse du test de Leven, l'objectif du test de Leven est de vérifier que les variances entre les échantillons sont les mêmes. L'hypothèse nulle, c'est que les variances sont les mêmes. L'hypothèse alternative, c'est que les variances ne sont pas les mêmes entre les groupes. Il y a au moins une variance qui est différente. Et la formule d'un stade de test, ce sera en fonction de la moyenne dans la somme des variances intra, variances inter, de la même façon qu'en ANOVA. Et la loi suivie par le stade de test, c'est une fiche à nombre d'observations moins, nombre de groupes moins 1. Et la prise de décision sera vers la p-valeur. Vu que l'hypothèse nulle, c'est que les variances sont les mêmes. Donc, si j'ai une p-valeur qui est grande, ça veut dire que la probabilité pour que mes données proviennent d'un monde hypothèse nulle est vraie, est élevée. Donc, les variances seront statistiquement significativement les mêmes. Si j'ai une p-value faible, ça veut dire que la probabilité pour que mes données proviennent d'un monde d'hypothèse nulle est vraie, elle est faible. C'est-à-dire que il y a assez d'évidence dans mes données pour dire que les variances ne sont pas les mêmes. Donc, ici, là, on aimerait, vu qu'on veut que les variances, donc, si la p-value, elle est faible, inférieure au seuil à 5%, alors les variances ne sont pas les mêmes. Si la p-value est supérieure à 5%, alors les variances sont les mêmes. Donc, on le fait en utilisant cette fonction, la fonction Leven, qui est là. Donc, même pour la documentation, tu regardes directement la documentation sur Python. Leven test, nulle hypothèse that all, que tous les échantillons de la population ont les mêmes variances. Donc, l'hypothèse, c'est que les variances ont les mêmes variances. Et le test de Leven, c'est une alternative du test de Bartley dans le cas où on a une déviation, on n'est pas sûr que les données sont normalement distribuées. Donc, c'est ça ici, là. Tu fais le test de Leven. Et puis là, center, tu peux utiliser mean, media, team en fonction. Ici, c'est la médiane qui est utilisée. Et en appliquant le test de Leven pour la comparaison des variances,
On trouve une p-value à 0,045. C'est test à 4,05. Une p-value est à 0,045 signifie que la p-value là, elle est inférieure à 5%. Ça veut dire que la probabilité pour que les données que j'ai collectées, les données que l'on dispose proviennent d'un monde où l'hypothèse nulle, elle est vraie, est très faible, est faible. Et vu que c'est inférieur à 5%, ça veut dire que la probabilité pour que mes données proviennent d'un monde où les variances entre les groupes sont les mêmes est faible. Ça veut dire qu'on rejette l'hypothèse nulle selon laquelle les variances sont les mêmes. Donc, il n'y a pas assez d'évidence pour dire que les variances sont les mêmes. Et vu que les variances de nos deux groupes ne sont pas les mêmes, alors, pour comparer les moyens, on va utiliser le test T de Student en précisant que les variances ne sont pas les mêmes. Dans le test de Student, de la même façon, tu fais la même recherche. Je vais faire le test de Student de comparaison des moyennes. Quel est l'objectif du test de Student? Comparer les moyennes de plusieurs échantillons. Quelles sont les hypothèses? L'hypothèse 1, c'est que les moyennes entre les groupes sont les mêmes. L'hypothèse alternative, il y a au moins une moyenne qui est différente des autres groupes. Et comment s'écrit la statistique de test? La moyenne empirique, la moyenne observée divisée par les cas type la standard deviation, racine carrée. La formule sur la statistique de test, c'est le test de Students. Et puis, prise de décision, on va regarder la p-valeur ou la statistique de test. Vu que l'hypothèse nous, c'est que les moyennes dans les groupes sont les mêmes, alors si on a une p-valeur qui est élevée, ça veut dire que la probabilité pour que mes données proviennent d'un monde d'hypothèse nulle est vraie est élevée. C'est-à-dire qu'on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, pour une p-value grande, on ne va pas rejeter l'hypothèse nulle selon laquelle les données, les moyennes entre les groupes, le groupe des fumeurs, le montant moyen d'addition entre le groupe des fumeurs et les non-fumeurs est différent. Donc, tu refais cette fiche et puis tu révises avec toi. En appliquant là, qu'est-ce qu'on a? On a une stade de test qui est à 1,20. Donc, on utilise t-test. T-test. Vu qu'on n'a pas de valeur manquante, alors on a laissé là, donc on n'a pas modifié parce que ça ne change pas. Et puis, on a une p-valeur qui est à 0,20, qui est nettement supérieure à 5%. Donc, on est à 20%, une p-valeur qui est à 20%. Ce qui signifie que la moyenne de nos groupes, la moyenne observée entre les groupes fumeurs et non-fumeurs, le montant de l'addition entre les groupes fumeurs et non-fumeurs est significativement égal. Donc, pour la réponse à la question 1, donc la réponse à la question 1, c'est que il y a assez d'évidence réponse à que il y a assez d'évidence dans les données pour conclure que le montant moyen de l'addition ne dépend pas du fait que l'on soit fumeur ou pas. Et puis la question 2, on pourrait également chercher à vouloir comprendre, est-ce que le montant moyen de l'addition varie en fonction des jours de la semaine? Est-ce que le montant moyen de l'addition varie en fonction des jours de la semaine? Là, est-ce que le montant moyen de l'addition varie en fonction des jours de la semaine? On a vu qu'il y avait 4 jours de la semaine. Comme petit rappel, on revient là. Oui, les jours de la semaine. On a 4 jours de la semaine, le dimanche, le samedi, le vendredi et le jeudi. Et vu qu'on a 4 jours de la semaine, on a plus de 2 échantillons. Et quand on a plus de 2 échantillons, on va plus utiliser le test T de Students. Le test T de Students est utilisé lorsqu'on a 2 échantillons. Donc, si on a plus de 2 échantillons, ou bien plus de 2 modalités pour une variable qualitative, alors on va utiliser plutôt le test ANOVA. Comme petit rappel, le test ANOVA, comme on l'avait vu, pour appliquer le test ANOVA, il y a 3 conditions qu'il faut appliquer. C'est que indépendance des échantillons, les échantillons groupes doivent être indépendants, homoscédasticité, homogénéité des variables dans les groupes. Donc, dans les groupes, on doit avoir la même variance. Et la normalité, les variables dépendantes suivent
une loi normale dans les groupes. Le test de Shapiro-Wilk, le test de Komov-Smirnov, le test de Kramer-Von-Mises. On peut utiliser l'un de ces tests pour vérifier la normalité. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire là. Donc, on se pose la question, est-ce que on veut savoir si le montant payé par l'addition varie en fonction du nombre de jours de la semaine. On peut déjà commencer par, pour voir ça, on peut faire un groupe by, data tips pour un groupe by le D, et puis on sélectionne total biz, point min. Et puis là, on a quelque chose là. En fonction du jour de la semaine, on a 17. Qu'est-ce que one ici? Oh, maybe to future version. Ok, bon, faut un peu modifier one ici. Donc, on a le montant addition, on a 17 le jeudi, 17 le vendredi, 20 le samedi, 21 le dimanche. Donc, au vu des statistiques descriptives, ça semble être différent. Mais est-ce que c'est significatif? Est-ce que cette différence, elle est significative? On voit que le jeudi et le vendredi, c'est presque le même. Le montant addition est le même le jeudi et le vendredi, mais ça semble différent le samedi et le vendredi. Pour cela, on fait également pareil que la dernière fois. Donc, on va créer les groupes. Le groupe on a donc 4 échantillons. Le groupe du jeudi, le groupe du vendredi, le groupe du samedi, le groupe du dimanche. Pour cela, on fait comme la dernière fois, on fait les filtres. Dans Data Tips, dans nos données, on filtre souvent le jour. Donc, data égale à Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Vu que c'est beaucoup, on utilise directement une liste de compréhension, c'est-à-dire groups. On le fait pour chaque, Data Tips, on filtre ceci là D en faisant varier D dans data types de D point unique. Pour que tu essaies un peu de voir data types de D point unique, on a Sunday, Saturday, point sous liste si tu veux. On a ça. Même comme il ne veut pas trop. Donc, pour chaque élément là, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday, donc ça va faire le filtre et on aura dans nos groupes. Donc, nos groupes seront là. Et puis, pour vérifier et te rassurer que c'est pareil, tu peux juste faire la somme. Pour avoir la taille de chaque groupe, l'aine de groupe, for I in range, vu qu'on a 4, for I in range 4. J'ai oublié quoi? Donc là, on a 76 le jeudi, 87 le vendredi, 62 le samedi et 19 le dimanche. Donc c'est comme ça que tu peux vérifier. Et tu peux même faire point somme. Je sais pas si point somme ça marche pour les listes. Non, pas du tout. Somme de ceci avec une liste. 244. Donc notre c'est bien passé. Donc, en fait, comme on l'a bien précisé, on veut vérifier si le montant de l'addition est le même suivant le jour de la semaine. Et vu qu'on a plusieurs jours de la semaine, donc on a plusieurs groupes. Là, on a 4 groupes. On a 4 groupes, 4 échantillons. Et vu qu'on a 4 échantillons, on a plus de 2, donc on ne peut pas utiliser le test T de students. Donc, on va utiliser le test ANOVA, l'analyse de la variance à un facteur. Et comme hypothèse pour appliquer le test d'analyse de la variance, on a vu qu'il y avait 3 hypothèses à vérifier, que les groupes sont indépendantes. Les échantillons sont indépendants, de par leur nature, sont indépendants, de par la façon dont ils sont collectés, sont indépendants. Et puis, la deuxième hypothèse qu'on doit vérifier également, c'est que les variances entre les groupes sont les mêmes. C'est pour ça qu'on utilise, donc c'est ça qu'on vérifie là. Et puis aussi que les échantillons proviennent d'une loi normale dans chaque groupe. Donc on va vérifier, on va faire le test de comparaison des variances. On fait le test de comparaison de variance
l'event comparaison de la variance à monter addition en fonction des jours de la semaine. Donc, de la même façon, avec les veines comparaison et les variances des différents groupes, on a le groupe 1, groupe 2, groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe 0, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc, voici nos groupes-là. Et puis, on fait la comparaison. Et puis, on voit, on a une p-valeur qui est à 0,57. Vu que l'hypothèse du test de Leven, c'est que nos données ont la même variance. Donc, on a la même variance au sein des échantillons. Et vu qu'on a une p-value qui est assez grande, 0,57, c'est-à-dire que la probabilité pour que les données proviennent d'un monde où l'hypothèse nulle est vraie, est élevée. Donc, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, nos données proviennent bel et bien d'un monde où l'hypothèse nulle est vraie. Donc, les variances entre les groupes sont les mêmes. Donc là, on voit que les variances entre les groupes sont les mêmes. Ensuite, on fait le test de comparaison des distributions à une loi normale. Pour cela, j'ai utilisé le test de Kolmogorov-Smirnov. Test de Kolmogorov-Smirnov, donc là, c'est une fonction qui le fait. Et puis, je vais l'appliquer là. Quand j'applique là, je crée un dictionnaire pour stocker les différentes valeurs. Et pour chaque groupe, on fait le test. Et là, ronde à deux chiffres pour que ça soit bien vu. Et puis, vu que j'ai créé un dictionnaire là, je transforme en dataframe pd.dataframe.fromDict pour que ce soit visuel, pour que ce soit facile à regarder. Donc là, on a le dimanche, le samedi, le jeudi et le vendredi. Et nos p-values, on a à 0,21, 0,04, 0,17, 0,24. Dans l'ensemble, c'est assez élevé. Et puis le samedi, on était à 0,04. Je me demandais bien pourquoi c'était. C'est pour ça que je suis partie ajouter également la ligne effectif dans la base de données pour voir si ça pouvait provenir des listes de l'effectif. Et puis je me rends compte en fait que la stade de test est à 0,15, qui est comme pour les autres, à 0,12, pas loin, 0,15, et 0,15 même qui est inférieur à 0,23. Mais là, vu qu'il a 19, un effectif de 19 et lui, il a un effectif de 87, il a tendance à rejeter. Et puis, je me rappelle que la stat de test de le test de Kruskal-Wallis, en fait, il est convergent dans le sens où plus l'effectif, quand l'effectif devient très élevé, le test de Komorov-Smirnov a tendance à vouloir rejeter l'hypothèse nulle. Au vu de sa statistique de test, parce que la test de test de Komorov-Smirnov, c'est quoi? Le test de Komorov-Smirnov, c'est que les effectifs, c'est que c'est le cas maximal entre les fonctions de répartition. Donc, comme la dernière fois, comme on l'a vu, la stat de test de Komorov-Smirnov, c'est de cette façon, on veut vérifier si deux distributions sont les mêmes, f égale à g, f différent de g. Et puis, on a nos fonctions empiriques, nos fonctions de répartition estimées, et la stat de test écrit de cette façon. Donc, c'est le sup de l'écart maximal entre les deux fonctions de répartition, de ce que je veux vérifier. Et cette statue, c'est automatiquement une loi complexe. Et plus la stat de test est grande, plus ces deux échantillons ne proviennent pas de la même distribution. Donc, on va avoir une stat de test la plus faible possible. Et on rejette l'hypothèse nulle lorsque la p-value est inférieure à alpha. Et puis là, dans notre cas, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle parce que la p-value elle est assez grande là, assez grande là, assez grande là. Donc, dans la deuxième condition, les trois conditions sont vérifiées. Donc, on peut maintenant utiliser le test ANOVA. ANOVA a un facteur. Pour utiliser ANOVA a un facteur, ça fait la fonction F1way du paquet stat, de la librairie stat, pour faire l'analyse à un facteur. Et comme il le souligne bien là, l'ANOVA a des hypothèses qu'il est important de vérifier pour que la p-value soit valide. C'est que les échantillons doivent être indépendants, c'est bien le cas pour nous. Chaque échantillon est normalement distribué dans la population. C'est le cas pour nous avec le test Komoros-Smirnov. Et la population, les cas types de la population dans chaque groupe sont égaux. On a vérifié avec le test de Leven et c'était bien les mêmes. Donc, on peut donc interpréter notre p-value qui ressort de la NOVA, du test ANOVA. On a donc un p-value avec le test ANOVA qui est à 0,042 qui est inférieur à 5%. Donc, il n'y a pas assez d'évidence dans les données pour dire que nos données, que le montant à l'addition dépend du jour de la semaine. Comme on a vu que la moyenne du montant à l'addition était le même jeudi et vendredi, mais différent le samedi et le dimanche.
La troisième question qu'on pouvait également se poser, c'était pour savoir est-ce que la proportion des fumeurs est la même entre différents jours? Est-ce que la proportion des fumeurs est la même entre différents jours? Pour cela, on utilise le test Ki2. Vu que on peut avoir fumeur ou non fumeur, du coup, on utilise le test Ki2 et on a ça. Donc, on utilise directement le test Ki2. Le test Ki2 teste l'indépendance des variables et cette fonction euh, calcule la stat de test, la statistique de test et la p-value dans l'hypothèse d'une indépendance des observations des fréquences. Donc, c'est ça. Donc, pour vérifier que la proportion de fumée est la même entre différents jours, on fait tout simplement le test d'indépendance de Ki2 pour voir si le fumeur et non-fumeur, si ils sont différents. Et puis, on a une p-value qui est à 0. Donc, j'ai l'hypothèse nulle d'indépendance. Donc, le nombre de fumeurs dépend bel et bien du jour. On peut également le vérifier en affichant le tableau de contingence qui est fait avec pd.costep, tableau de contingence. Lorsqu'on affiche le tableau de contingence, on voit bien là que le jeudi, on a 17 fumeurs. Vendredi, on a 15 fumeurs. Par contre, on a 45 non-fumeurs le jeudi et 4 non-fumeurs le vendredi. Et puis, on a là 42 fumeurs le samedi. Le nombre de fumeurs est équitablement reparti. Fumeurs et non-fumeurs, c'est équitablement reparti le samedi. Et puis, pas du tout là. Donc, on voit bien que ça dépend bien du jour. Donc, le nombre de fumeurs varie. La proportion de fumeurs varie en fonction des jours. Et on a fini donc avec cette partie sur les tests d'hypothèse. Pour résumer, lorsqu'on fait un test de comparaison de les tests d'homogénéité, de comparaison de distribution, de comparaison de moyenne, de comparaison de variance, lorsqu'on se pose la question et qu'on veut vérifier si les moyennes entre les groupes sont les mêmes, la première chose à vérifier est de faire un test de comparaison des variances. Si les variances sont les mêmes, on va faire le test de variance en utilisant le test de Bartley, si on est sûr que la distribution est normale, ou bien le test d'Even, qui est la version non paramétrique du test de Bartley. Et puis, si on a, comment je vais dire ça? Et si les variances sont les mêmes, alors j'utilise le test de tester de students si j'ai deux échantillons ou bien le test ANOVA si j'ai plus de deux échantillons. Et pour utiliser le test ANOVA, lorsque j'ai plus de deux échantillons, je dois me rassurer que les variables, que les échantillons sont indépendants et aussi que la distribution est normalement distribuée entre les groupes. Et lorsque je vais vérifier les proportions, on peut utiliser le Z-score. En général, c'est le Z-score qui est utilisé. On peut utiliser le Z-score ou bien le test d'indépendance si on a, ou bien le test d'indépendance. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, vous pouvez également refaire tout ceci en utilisant les données Data Diamonds. Data Diamonds que l'on avait là. On va voir ce que ça contient. Data Diamonds, on a là qui est qualitatif, code, la couleur, la clarité, la profondeur, la table, le prix, X, Y, Z. À quoi ça peut bien correspondre? Donc, vous pouvez utiliser là et essayer de tester pour vérifier si la profondeur dépend de la couleur, si la profondeur moyenne dépend de la couleur. Et vous verrez. Si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Un like ou un partage peut faire grandir la chaîne. Et si c'est la toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu aimerais que je fasse en particulier une application Python d'un concept en particulier, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir pour moi de te répondre. Et j'espère que cette petite démo t'aura aidé. Et pour avoir, comment on dit ça? Donc, à chaque fois que tu veux faire un test d'hypothèse, tu dois te poser la question, quel est l'objectif du test que je vais utiliser? Donc, je vais utiliser une fonction de Python qui veut faire un test que je veux faire. Quel est l'objectif de ce test? Quelles sont les hypothèses de ce test? Quelle est la statistique de ce test? Quelle est la formule de la statistique de ce test? Quelle est la loi suivie par cette statistique de test? Et comment prendre des décisions? Lorsque tu connais déjà cela,
Tu peux donc utiliser dans la fonction Python pour le faire et puis vérifier que les valeurs par défaut correspondent bien à ce que tu recherches, sinon tu les changes. Et puis à chaque fois pour une fonction, tu cliques, tu regardes juste, tu amènes juste assurer, tu as une description. Une description là. Et en fonction de la description, tu vois les valeurs par défaut et tu les changes en fonction de ce que toi tu aimerais avoir. Et j'espère que ceci t'aura aidé. Au revoir.